Regardez RTL. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Frédéric Tangy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL. Vous êtes directeur de l'unité de vaccination à l'Institut Pasteur et co-auteur du livre Les vaccins pour les nuls. Tout d'abord, cette question. Chaque vaccin est différent, ça veut dire que chaque vaccin a son propre objectif? Oui, chaque vaccin protège contre une maladie spécifique. Et dans les 11 vaccins, on se protège contre 11 maladies. Donc, afin d'être efficace, le vaccin est basé sur un microbe ou sur un virus, c'est bien ça? Voilà, le vaccin, c'est un produit naturel. Oui. C'est-à-dire c'est un microbe qu'on a cultivé, qu'on a préparé, qu'on a formulé et qu'on injecte pour préparer le système immunitaire, lui donner une mémoire pour le jour où on rencontrera la vraie maladie. Qu'est-ce qu'on en fait de ce microbe, en fait, physiquement? Alors, on le cultive. Il y a plusieurs types de vaccins. Il y a des vaccins vivants, des vaccins inactivés, des vaccins en morceaux. On cultive le microbe, on le récolte. Les termes sont vraiment des termes de l'agriculture. J'ai l'habitude de dire que les vaccins sont des produits biologiques de l'agriculture verte. On le collecte, on le formule, c'est-à-dire qu'on le concentre à la concentration active. En général, on rajoute du sucre pour le stabiliser parce qu'on va le conserver ensuite, soit sous forme lyophilisée, c'est-à-dire en poudre, soit sous forme liquide. Et pour certains vaccins, pas tous, on rajoute un adjuvant qui permet d'améliorer la réponse immunitaire. Alors j'y viens parce que vous venez finalement d'utiliser, si je puis dire, le contre-exemple absolu de ce que dénoncent en ce moment les anti-vaccins en nous disant, je vous parle d'un produit naturel. Bien. Mais il y a cette question des substances actives d'une part, mais aussi celle des adjuvants, souvent du sel d'aluminium. À quoi ça sert et pourquoi en trouve-t-on dans nos vaccins? Alors, le sel d'aluminium, c'est aussi une substance naturelle. Ça sert à donner de l'inflammation. C'était découvert dans les années 1920 à l'Institut Pasteur, où on s'est aperçu finalement quand on rajoutait du tapioca, un certain nombre de produits comme ça qui sont un peu inflammatoires, à la sortie de l'aiguille, sous la peau, se formait une tache rouge, un peu d'inflammation, et ça entraîne une meilleure immunité de mémoire. Aujourd'hui, on sait pourquoi, on a complètement travaillé les mécanismes, on sait tout à fait comment ça marche. Mais on vient d'apprendre que l'aluminium présent dans ces vaccins pouvait être neurotoxique. Qu'en pensez-vous? C'est un avis du conseil scientifique de l'ANSM, publié par nos confrères du Parisien il y a quelques jours. Oui, bon, c'est possible, l'aluminium peut être neurotoxique aux doses... Vous comprenez que quand on utilise le simple mot neurotoxique, on fout la trouille à tous ceux qui nous écoutent. Oui, ça fait très peur. Voilà. Alors, Sauf vous avez une minute pour nous expliquer que ça n'est voilà. pas dangereux. C'est un produit qui est utilisé depuis 70 ans, environ dans 10 milliards de doses de vaccins, parce que si on compte, il y a 130 millions de bébés qui naissent chaque année, ils doivent recevoir 10 vaccins, donc 10 fois 130, ça fait 1 milliard par an. Absolument. Si vous multipliez ça par 70 ans, vous imaginez le nombre de doses. Si le produit était un poison toxique, l'OMS ou n'importe quelle agence de santé des 130 pays au monde qui utilisent ces produits s'en seraient aperçus depuis longtemps. 130 pays au monde utilisent ces produits, nous sommes bien d'accord. Donc le produit peut être neurotoxique chez la souris, il ne l'est pas chez l'homme, et en tout cas on n'a jamais montré une association avec une maladie chez l'homme. Il y a aussi un aspect qu'on pourrait qualifier de politique, c'est la peur des multinationales, les grands laboratoires dans tout ça. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse les craindre, qu'on puisse avoir une peur de leur puissance? Bien sûr qu'on peut les craindre, ce sont des empires, mais en l'occurrence les vaccins c'est la mauvaise cible. Parce que dans le marché de la pharmacie, le vaccin représente 2,7% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ces labos gagnent bien plus d'argent avec les antidépresseurs, les antibiotiques, les antalgiques, etc., dont les Français sont grands consommateurs. Donc les vaccins, c'est un petit poil de rien du tout là-dedans, ça leur rapporte pas beaucoup d'argent. Je ne vais pas les défendre, les labos, parce qu'ils font des tas de bêtises par ailleurs, mais le développement d'un vaccin, ça coûte entre 1 et 2 milliards. Oui. Et quand on cède les doses vaccinales aux pays en développement à 15 centimes de dollars la dose, on ne fait pas beaucoup d'affaires. Vous venez de nous dire que les vaccins étaient efficaces et qu'ils n'étaient pas dangereux. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'ils ont sauvé l'humanité? Ils n'ont pas sauvé l'humanité, mais ils sont responsables, alors c'est bien ou c'est mal, du fait qu'on soit 7 milliards sur Terre aujourd'hui. Parce qu'il y a 4 générations, il fallait faire 6 enfants pour en garder 2. Jean-Sébastien Bach, il en a fait 20 pour en garder 5 ou 6, etc. Aujourd'hui, on fait 4 enfants, on en a 4, on fait 2, on en a 2, on fait 1, on en a 1. Et ça, c'est grave. Et les vaccins les maintiennent en vie. Voilà, l'OMS estime que les vaccins sauvent 3 millions de bébés chaque année. Merci beaucoup Frédéric Tangy. Je rappelle que vous êtes directeur de l'unité de vaccination à l'Institut Pasteur et co-auteur du fameux Vaccin pour les nuls paru aux éditions First. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Agnès Bonfillon, Christophe Paco. RTL Grand Soir. C'est la semaine européenne de la vaccination. En France, nous en avons beaucoup parlé, débattu surtout, puisque depuis le 1er janvier dernier, vous le savez, 11 vaccins sont obligatoires pour les nourrissons. Bilan d'étape ce soir avec notre invitée Fabienne Cancelem. Bonsoir.
bonsoir. Bonsoir, Vous madame. êtes pédiatre à Puteaux, membre de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, l'AFPA. Les parents vous ont-ils posé beaucoup de questions? Comment cela s'est passé? Alors, ils posent toujours beaucoup de questions. Les pédiatres sont toujours dans l'information. On doit tout expliquer non seulement aux enfants, mais aussi aux parents qui sont nos interlocuteurs. Et donc, ils ont posé des questions plutôt avant l'obligation vaccinale, c'est-à-dire au moment de la concertation citoyenne, car à ce moment-là, il y avait beaucoup de remue-ménage. Je dois dire que depuis que l'obligation est mise en place, c'est-à-dire depuis janvier 2018, la sérénité est revenue. Les questions sont toujours là, mais avec beaucoup plus de sérénité. Justement, quelles sont les grandes questions qui reviennent pour les gens réticents, finalement, docteur? Alors, pour les gens réticents, c'est une minorité d'abord, les gens réticents. C'est l'impression qu'on a augmenté le nombre de vaccins. Il y en avait là, 3 obligatoires avant, maintenant c'est 11, c'est bien voilà. ça. Il faut savoir qu'un seul vaccin vaccine contre 6 maladies, par exemple. Il n'y aura pas 11 injections à chaque fois. Oui, parce que les gens peut-être peuvent raisonner en nombre de piqûres, ça je voulais dire. Exactement. Hein. Donc on les rassure là-dessus. Ensuite, on leur dit qu'il s'agit simplement de respecter le calendrier vaccinal qui existait auparavant, c'est-à-dire que pour leurs enfants nés avant 2018, on appliquait déjà le calendrier vaccinal avec les mêmes vaccins. Et pour leurs petits bouts de chou nouveau-nés en 2018, c'est juste devenu obligatoire, mais c'est exactement les mêmes préconisations. Fabienne Cancelem, pas inutile de rappeler que la vaccination est obligatoire et puis rappeler l'importance de la vaccination. Le vaccin, c'est l'acte qui a sauvé le plus de vies humaines ces derniers temps, au XXe siècle. Se vacciner, c'est se protéger et protéger les autres. C'est un axe citoyen. Ça veut dire que même les professionnels aujourd'hui sont engagés dans cette démarche-là. Ils l'ont toujours été. Toujours été, mais aujourd'hui il n'y a pas de réticence non plus, sans vouloir me répéter, de ce côté-là. Pas dans les pédiatres, en Pas tout dans les cas. pédiatres. Vous êtes vacciné? Bien sûr. Bien sûr. C'est combien de fois par... j'allais dire, c'est par décennie? C'est tous les 5 ans? Faut peut-être rappeler Vous la parlez fréquence. des adultes? Alors, Alors, je pense qu'il si parle vous de voulez pas lui-même. les Voilà. Alors, pour Vous les commencez adultes, à me faire peur, c'est voilà, pour ça. pour les adultes, on a simplifié les choses parce que chacun était avec sa propre date et on Oui. n'arrivait plus à savoir où on en était. Pour moi, je vais vous dire, naïvement, c'était 10 ans. Eh bien, c'est beaucoup plus dorénavant. On vaccine à 25, 45, 65 ans. Donc voilà la 25, simplicité qui ah. est arrivée. Et vous voyez que la protection vaccinale est maintenant plus de 10 ans. En effet, la vaccination, c'est quelque chose qui est toujours surveillé. Non seulement les effets secondaires, mais aussi la progression des maladies. Et le calendrier vaccinal est ajusté en fonction de ces résultats. Ça traverse le monde entier. Alors, chacun son interrogation si on ne sait pas où on a mis son carnet de C'est ça. vaccination. On sait plus à 25 ans ou à Que 45 faire ans. Donc, on se réfère à son âge. Exactement. Et ensuite, chacun a des besoins particuliers en fonction de ses voyages, en fonction de savoir, par exemple, les parents de jeunes nouveau-nés doivent être à jour pour leur vaccination coqueluche et rougeole en ce moment, puisque la rougeole progresse en France. Mais docteur, juste pour ceux qui se sont fait vacciner, vous avez dit 25 ans, 45 ans, donc 25 ans pour Agnès, 45 ans pour moi, ça Oui. veut dire que c'était déjà valable pour que ça tienne 20 ans? Probablement, oui. Probablement. Et ou maintenant, voilà. on a les preuves, puisqu'on, comme je vous le disais, on le surveille Mm. scientifiquement et on sait que ça tient. Donc D'accord. voilà. On le disait, docteur, il y a énormément de passion autour de ces sujets, de débats aussi, et pourquoi pas. Qu'est-ce qui fait que certains Français restent réticents, restent suspicieux à l'encontre des vaccins? Pourquoi? Eh bien, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant car c'est plutôt franco-français comme polémique, d'où c'est venu probablement de messages anti-vaccinaux qui ont inondé un petit peu les réseaux. Et ensuite, je pense que c'est la caractéristique du français de Non mais discuter. il peut y avoir peut-être une allergie, je sais pas, ou quelque chose, À une quoi? pathologie, je sais pas, au Ah vaccin. non, il n'y a pas Non, non. d'allergie. D'allergie Oh. psychologique alors, parce que d'allergie Il y a des réelle, gens, il y a des gens quand même qui ont pu tomber malades après avoir... non, Jamais? non. D'accord. Il y a des effets secondaires, des effets indésirables. Ils sont obligatoirement décrits dans les fiches de chaque vaccin, mais ça apporte du bien-être. Ça n'apporte pas de la pathologie, un vaccin. Oui, mais des effets secondaires sur un système immunitaire fragile chez un enfant dont on n'a rien vu. Le système immunitaire des enfants n'est absolument pas fragile. Non, mais pas à cause d'une maladie qui n'est pas encore décelée. Et alors? Nous raisonnons toujours en balance bénéfice-risque. Est-ce qu'il est plus dangereux d'avoir une maladie ou plus dangereux d'avoir un vaccin? La réponse, elle est à 100%. C'est beaucoup plus dangereux d'avoir la maladie. Donc, vaccinons.
On rappelle que pour nos enfants, s'ils veulent partir dans des camps de vacances, Absolument. à partir du mois de juin, ce sera obligatoire donc d'avoir son carnet de vaccination à jour, c'est ça? Le carnet de vaccination doit toujours être à jour. Oui, madame. Ne se cachons Oui, pas derrière les Oui, je vais le obligations. chercher, c'est promis. C'est toujours le truc bleu là avec plein de pages. Oui, il a changé. Depuis le 1er avril, nous avons un joli carnet de santé auquel les membres de l'AFPA pédiatre ont participé. Il y a des messages sur la vaccination et il est le plus performant dans le monde entier. Encore un petit détail, peut-être, c'est toujours payant ou c'est remboursé maintenant à 100%? C'est 100% remboursé la vaccination, sauf pour les vaccins des voyageurs, car quand on se considère que le voyage du tourisme, il n'est que facultatif, donc certains Un voyage vaccins... pour en Afrique, par exemple, pour lutter Voilà. contre les maladies. Donc là, il y a des vaccins qui ne sont pas en effet remboursés. Bon, il y a beaucoup de mutuelles qui ont compris qu'il est plus intéressant de protéger par la vaccination que de revenir avec des maladies. Et donc les mutuelles, certaines remboursent aussi les vaccins non remboursés. Donc ça ne coûte rien de se faire vacciner. Un petit mot sur le site d'information qui a été lancé il y a un an, vaccinationinfoservice.fr. Ça fait, ça marche fort, 2 millions de visiteurs. Oui. Absolument. Nous avions, nous, notre propre site qui s'appelle Mpédia. C'est un site d'information à destination des parents et nous avons depuis longtemps mis nos messages. Mais tout ce qui peut être communication est judicieux. L'échange, les communications scientifiques, ça fait progresser, ça sécurise. C'est très bien. Et là-dessus, vous êtes aidé par tout le monde au niveau du dialogue. Vous avez l'impression que tout le monde dit ce qu'il faut dire. On apporte notre pierre à l'édifice, on vérifie que la donnée est scientifique et on valide. Merci beaucoup Fabienne Cancelem d'avoir été l'invitée de RTL Grand Soir. Je rappelle que vous êtes pédiatre à Puteaux et membre de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, l'AFPA. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous en studio. Je vous rappelle que pour notre fil rouge, pour l'instant, eh bien, le Real Madrid met toujours à Munich face au Bayern 2-1. RTL Matin. 6 minutes pour trancher. Bonjour Odile Launay. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes coordinatrice du réseau national de recherche clinique en vaccinologie à Cochin-Pasteur. Bonjour à Michel Rivasi. Bonjour. Députée européenne en ligne de Bruxelles. Merci d'être avec nous Michel Rivasi. La nouvelle ministre de la Santé souhaite donc passer de 3 à 11 le nombre de vaccins obligatoires. Odile Launay, soutenez-vous cette mesure et si oui, pourquoi ? Alors, cette mesure est une mesure qui a été imposée. En fait, on aurait souhaité que la population puisse adhérer à la vaccination. En fait, malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, on est en France confronté à une défiance très importante vis-à-vis des vaccins. Et les études qui ont été faites montrent que si on supprime les obligations, puisqu'on ne peut pas rester avec comme ça des vaccins obligatoires et recommandés, on va voir une baisse de la couverture vaccinale, probablement de l'ordre d'à peu près 20%. Et 20%, ça veut dire qu'on va voir à nouveau des cas de rougeole qui déjà aujourd'hui sont en recrudescence en Europe et en France avec des décès de rougeole. Et on va voir également d'autres maladies revenir comme les méningites à Haemophilus influenza qui ont quasiment disparu avec la vaccination. Donc je vous comprends bien, vous nous dites que c'est absolument nécessaire et que c'est une question selon vous in fine de vie ou de mort, je vous ai bien compris. Aujourd'hui je pense qu'en France on n'a pas le choix et c'est une question de santé publique. On n'a vraiment pas le choix, Michel Rivasi ? Bon, alors, moi, je suis complètement à l'inverse de ce qui est dit, parce que s'il y a une défiance des Français vis-à-vis de la vaccination, il faut se poser la question de pourquoi. Pourquoi il y a une défiance? Parce qu'il y a eu des scandales sur la vaccination de l'hépatite B, parce qu'il y a eu le scandale de la grippe H1N1, parce que au niveau des experts qui donnent le calendrier vaccinal, ils sont bourrés de conflits d'intérêts. D'ailleurs, j'aimerais vous demander à vous, madame, quels sont les liens d'intérêt ou les conflits d'intérêt que vous avez avec les laboratoires pharmaceutiques? Parce que c'est ça le problème de la défiance. Les Français, ils sont pour vacciner leurs enfants. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais pourquoi l'imposer? Enfin, on serait parmi les seuls pays, en dehors de l'Italie, à faire de l'obligation vaccinale sur 11 vaccins. Tous les autres pays recommandent fortement des vaccins, et moi je suis pour la vaccination, mais absolument pas pour l'imposer. De quel droit vous imposez? Pardonnez-moi, excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de notions scientifiques, Michel Rivasi, mais enfin, la vaccination, le principe, c'est que pour que ça marche, il faut qu'on soit nombreux à la faire. Sinon, on est alors là, pour le coup, dans un autre type de conflit d'intérêt qui s'appelle la vie ou la mort. Mais on n'est pas sur la vie ou sur la mort. On panique sur la rougeole. Quand il y a une épidémie de rougeole, il faut vacciner sur la rougeole. Mais de là à imposer pendant des années une vaccination sur la rougeole où il n'y a pas d'épidémie, on peut se poser la question. Et pourquoi la rougeole, on ne le trouve pas en monovalent? Pourquoi, quand on fait la rougeole, il faut faire le rubéole au rayon rougeole? Odile Launay vous répond déjà, pardonnez-moi, Odile Launay vous répond déjà sur la question du conflit d'intérêts.
Alors, les conflits d'intérêts, c'est pas le problème ici. Le problème, c'est effectivement que les recommandations qui sont établies, qui sont des recommandations qui visent à garantir pour l'ensemble de la population française une prévention des maladies pour lesquelles il existe un vaccin, que ces recommandations puissent être appliquées. Donc on a aujourd'hui 2 types de vaccins, des vaccins obligatoires contre la diphtérie, le tétanos et la polio, qui pour la polio est une maladie qu'on devrait éliminer, donc ça sera à terme une maladie qui pourrait, comme la variole, être éliminée. La diphtérie, on a vu ce qui se passait dans les pays d'ex-Union soviétique où pour des problèmes politiques, la vaccination s'est arrêtée et on a eu des épidémies de diphtérie. Ça a été la même chose dans les pays du Maghreb. Donc on ne peut absolument pas supprimer cette vaccination. Et le tétanos, c'est une maladie qui est transmise par la terre. Donc de toute façon, cette maladie ne disparaîtra pas. Mais il y a également tous les autres vaccins qui protègent contre les méningites à hémophilus. C'était la première cause de méningite du nourrisson. Cette maladie a quasiment disparu. Les quelques cas de méningite à hémophilus qu'on voit aujourd'hui chez le nourrisson, c'est des gens qui ont été pas complètement vaccinés. C'est quand même dommage aujourd'hui de voir mourir des enfants pour une maladie pour laquelle le vaccin marche très bien. C'est pareil. Écoutez, avec le méningocé, pour lequel on a une couverture vaccinale insuffisante. Oui, mais donnez-moi, madame, vous n'avez pas répondu à ma question, les conflits d'intérêts que vous avez avec les laboratoires pharmaceutiques. Vous êtes obligé de le déclarer. C'est la loi qui l'a dit. Mais alors, dites-moi, est-ce que vous avez des liens avec les laboratoires pharmaceutiques? Mais madame, je travaille avec les laboratoires pharmaceutiques puisque je suis, comme l'a dit monsieur Calvi, je suis responsable d'un centre d'investigation clinique et d'un réseau dont l'objectif est que les essais cliniques avec les nouveaux vaccins puissent se réaliser en France. C'est extrêmement important que la France puisse être partie. Je travaille avec tous les laboratoires qui font des vaccins, qui sont des laboratoires qui innovent dans le domaine avec des nouveaux vaccins contre des maladies émergentes, par exemple contre Ebola. C'est extrêmement important de développer des nouveaux vaccins. C'est des laboratoires qui développent des vaccins contre les infections liées aux soins. Aujourd'hui, il y a des vaccins qui arrivent pour prévenir les infections contre staphylocoque doré, contre Clostridium difficile, qui sont des infections qui tuent les malades. Heureusement que la France peut participer à ces études. Michel Rivasi, tous les vaccins sont mauvais? Non, pas du tout. Non, mais je tiens à dire à cette dame... Vous comprenez que, enfin, je dirais que on comprend l'esprit de liberté qui vous anime et on a quand même envie de vous dire, quels que soient les liens qui puissent exister entre l'industrie pharmaceutique et ceux qui prônent qu'on les utilise, que la vaccination est utile et même qu'elle est nécessaire. Mais je suis ou alors c'est un retour en arrière historique, on remet en cause même Pasteur et puis on se lave plus les mains avant de passer à table non plus. Non, mais attendez, il n'est pas question de remettre en question la vaccination. D'abord, première chose, je tiens à dire que quand quelqu'un s'exprime sur les vaccins et qu'il est payé par les laboratoires pharmaceutiques, moi j'ai un doute. J'aurais aimé que vous invitiez un expert sans conflit d'intérêt, parce qu'on ne sait jamais quand on pousse à la vaccination, si c'est pas les laboratoires derrière qui poussent à la vaccination, parce que pour eux, c'est vraiment le jackpot si on peut vacciner, surtout sur 11 vaccins. 750 000 on a surtout besoin d'experts qui savent ce que sont les vaccins. Et pardonnez-moi, mais Madame Launay dit très clairement qu'elle est coordinatrice du réseau national de recherche clinique en vaccinologie à Cochin-Pasteur. Heureusement que l'hôpital est financé pour les essais qu'on réalise avec les industriels. C'est une richesse importante pour la France. Qui ne soit pas payé par les laboratoires. Mais c'est pas, je ne suis pas payé par les laboratoires. La deuxième chose, c'est l'hôpital qui est payé. Oui, mais justement, vous êtes lié au labo parce que si vous n'avez pas les laboratoires qui financent, vous ne pouvez pas faire votre recherche. Donc moi, je suis pour un financement public de la recherche. Oui, mais le financement public, excusez-moi, aujourd'hui, le financement public n'existe pas. Et qui développe les vaccins aujourd'hui? C'est les industriels. Alors, on va en rester là pour aujourd'hui. On a compris que, comme d'habitude, c'est extrêmement sensible ce dossier entre les procès d'intention des uns des autres. Merci infiniment en tout cas à Michel Rivasi et Odile Launay d'être venus aujourd'hui débattre sur notre antenne. Et on va continuer, bien entendu, de vous informer sur ce dossier de la vaccination et notamment du projet des 11 vaccins que réclame notre ministre de la Santé. Merci Odile Launay. Merci Michel Rivasi. Bonne journée à tous. RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. 8h14, bonjour Michel. Bonjour Yves. Alors il y a quelques jours, Agnès Buzyn, la nouvelle ministre de la Santé, annonçait qu'elle réfléchissait à la possibilité de rendre obligatoire 11 vaccins. Argument avancé, la recrudescence de certaines maladies qui peuvent potentiellement être dramatiques. Oui, et quand Agnès Buzyn a donné cette interview au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, elle devait se douter que ça allait entraîner des réactions en chaîne, comme à chaque fois qu'on parle de vaccins dans notre pays.
Et ça n'a pas traîné. On l'accuse de tout. Déjà, quand vous prononcez le mot obligatoire en France, vous déclenchez une série de réactions allergiques. Mais alors, quand il s'agit des vaccins, tout y passe. Collusion avec l'industrie pharmaceutique, négation, inutilité de certains vaccins, effets secondaires dramatiques et j'en passe. Et la suspicion vis-à-vis des vaccins ne fait que croître en France. Est-ce que ça touche quand même d'autres pays? Eh bien non. Que dans les autres pays, certains soient réticents à faire vacciner leurs enfants, ça a toujours existé. Mais ce qu'on voit en France, on ne le voit pas ailleurs. La faute à qui? À tout le monde. Commençons par un ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, qui a voulu vacciner contre l'hépatite B tous les enfants au lycée il y a plus de 20 ans. Fiasco. Campagne non préparée, pas assez de moyens. La faute au ministre qui lui a succédé, Bernard Kouchner, qui a fait arrêter cette campagne, à juste titre, mais sans communication suffisante pour rassurer. La faute à la presse, je me souviens de la une du Parisien en 1998, suite justement à l'arrêt de la campagne de vaccination contre l'hépatite B, je cite, « Le vaccin contre l'hépatite B était bien dangereux. Allez rassurer les gens avec ça ». La faute aux médecins qui, morts de trouille à l'idée que des parents puissent se retourner contre eux, devenaient de plus en plus réticents à proposer ces vaccins. Enfin, la faute aux irresponsables, et je mets dans le paquet des soi-disant médecins au titre ronflant de professeurs qui désinforment en permanence depuis des années, et aux politiques qui, pour se faire un nom, jettent le discrédit sur ceux qui, eux, pensent d'abord à la santé publique plutôt qu'à leur carrière. Alors pour revenir à ce projet de rendre 11 vaccins obligatoires, on en est où? Eh ben, il n'y a malheureusement pas d'autre solution. Pour un vaccin donné, si la couverture n'est pas suffisante, autrement dit, s'il n'y a pas un fort pourcentage de la population protégée, il y aura des enfants et des adultes qui véhiculeront le virus et pourront donc le transmettre. Quand j'étais étudiant en médecine dans un service de neurochirurgie, j'ai vu un enfant mourir de la rougeole, son cerveau ayant été atteint par le virus. Eh bien, je peux vous dire que son petit visage est resté gravé dans ma mémoire. Et que tous les discours anti-vaccins me sont aujourd'hui insupportables. Et je vous fais le pari, Yves, que dans les minutes qui viennent, le site de RTL et les réseaux sociaux vont voir arriver des messages m'accusant d'être à la solde des laboratoires. Le coup de gueule de Michel Simès en direct.